Estimation minimum du nombre de personnes massacrées depuis plus d'un mois au Rwanda, 200 000. Estimation minimum. Quotidiennement, la rivière Akagera qui se jette dans le lac Victoria emporte 1500 cadavres. À cette échelle, il ne convient plus de parler de guerre tribale, mais bien d'extermination de masse. Dans leur très grande majorité, ces victimes sont Tutsis, minoritaires au Rwanda. Ceux qui veulent les faire disparaître sont Hutus, majoritaires. Ce qui se passe actuellement au Rwanda est le résultat effarant de 30 ans d'affrontements ethniques débouchant aujourd'hui sur une véritable guerre raciale. Les Hutus au pouvoir ont toujours refusé le partage, réduisant dans le sang toute tentative de révolte des Tutsis. Les extrémistes Hutus ont maintenant engagé la vitesse supérieure. Le 6 avril dernier, les deux présidents du Rwanda et du Burundi, deux pays où vivent Hutus et Tutsis au destin étroitement mêlé, disparaissaient dans l'attaque à la roquette de leur avion à Kigali. C'est le signal pour les extrémistes Hutus au pouvoir, pour le grand nettoyage ethnique et racial des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, ceux qui étaient favorables à un rapprochement avec les Tutsis, quelque chose de démocratique que les extrémistes Hutus ne peuvent même pas envisager. Leur projet à eux, c'est la négation même de l'autre, le Tutsi. Dans ce contexte, le Front patriotique rwandais, Tutsi, qui n'est pas exempt non plus de relents racistes envers les Hutus, le FPR projette ni plus ni moins de s'emparer de tout le pays pour faire cesser le massacre. Invité de notre journal, Jean Carbonard, président de l'association Survie. Vous avez passé 32 ans en Afrique sur des projets de développement rural. Vous connaissez très très bien ce continent. Vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. On vient de voir des images tout à fait effrayantes et vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez terribles. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes abandonnées, violées, maltraitées. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité et nous étions 8 nationalités représentées dans notre commission. J'étais, disons, le représentant le plus inconfortable parce que je mesurais que notre pays peut, s'il le veut, faire peser sur cette situation. La commission d'enquête a été initiée à la suite des événements qu'a connu le pays au début des années 90, notamment la guerre d'invasion d'octobre 1990 lancée par la rébellion Tutsi du FPR, parti d'Ouganda. Donc à la suite de cette invasion, il y a eu des violations des droits humains de part et d'autre et une commission d'enquête a été mise en place à la demande d'ONG rwandaises. À l'époque, les Hutus constituaient près de 86% de la population et il y avait 13% de Tutsis et 1% des Touaregs. Le FPR, c'est le Front patriotique rwandais. C'est la rébellion composée d'exilés Tutsis qui vivent en Ouganda. Et au début des années 90, soutenus par l'armée ougandaise, ils vont envahir le Rwanda pour prendre le pouvoir là-bas. Il faut rappeler que ces exilés Tutsis sont les descendants des Tutsis qui étaient au pouvoir il y a très longtemps au Rwanda durant l'époque monarchique, parce que le Rwanda, avant d'être une république, était d'abord une monarchie qui était dominée et dirigée par des Tutsis. Donc en 1959, il y a une révolution sociale des Hutus qui va mener à l'arrivée au pouvoir des Hutus, qui vont mettre en place une république, et les Tutsis vont aller en exil.
Et donc, c'est leurs enfants qui vont revenir au début des années 90, à partir de l'Ouganda, et pour faire la guerre au pouvoir Hutu qui était là. Le rapport a été mis en place par une équipe d'enquêteurs provenant de plusieurs pays, il faut le dire. Il y avait des Canadiens, il y avait des Belges, il y avait des Rwandais et même des Américains. Donc il y avait plusieurs ONG plusieurs ONG ont participé à la rédaction de ce rapport-là. Donc il se fait que l'enquête a duré 2 semaines au Rwanda, donc près de 2 semaines. Les enquêteurs ont passé, on dirait, les 2 semaines dans le camp gouvernemental. Ils ont eu accès à tous les documents du gouvernement rwandais, aux prisons, ils ont visité les prisonniers. Étrangement, ils ont passé 2 heures seulement dans le camp du FPR, donc de la rébellion Tutsi. 2 heures, et pendant les 2 heures, ils étaient surveillés. Donc ils ne pouvaient pas, ça c'est très important, c'est qu'ils interviewaient les prisonniers en présence d'un membre de la rébellion Tutsi. Donc on sait que les prisonniers à ce moment-là ne pouvaient pas dire autre chose que ce que voulaient entendre les bourreaux, les rebelles Tutsi. Ça c'est curieux. 2 semaines dans un camp où ils ont eu accès aux prisons. Ils n'étaient pas surveillés dans le camp du gouvernement rwandais. Aucunement surveillés. Ils avaient accès aux documents des prisons, aux documents de la justice. Mais du côté des rebelles Tutsi, ils étaient surveillés. Ils n'ont passé que 2 heures. Donc vous vous rendez compte. C'est dans le rapport. C'est ce qui est curieux. Dans le rapport, ils disent eux-mêmes que la commission a de la difficulté à interviewer les gens du côté de la rébellion, alors qu'elle avait libre accès du côté du gouvernement. Les experts le disent eux-mêmes. Et à la suite de cela, ils ont produit un rapport dans lequel le gouvernement rwandais était accusé de mener une politique de génocide contre la minorité Tutsi. C'est vraiment à partir de ce moment-là que l'histoire de la tragédie rwandaise a commencé à être écrite. En fait, ce sont ces ONG-là qui ont commencé à écrire l'histoire officielle de la tragédie rwandaise. Mais il se fait qu'au Canada, c'est ce que j'explique dans le livre, au Canada, il y a eu un procès impliquant un Hutu qui s'appelle Léo Mugesera, qui a été cité dans ce rapport-là. Ce rapport-là date de janvier 1993. Donc il a été cité lors d'un procès au Canada. C'est un procès qui impliquait le gouvernement canadien, l'Immigration Canada, à ce monsieur-là. Ce monsieur-là avait été cité comme étant proche du président Habyarimana du Rwanda, le président Hutu du Rwanda, et on dit qu'il avait tenu un discours d'incitation à la haine. Donc les membres d'ONG qui ont participé à la rédaction de ce rapport se sont retrouvés devant la justice canadienne. Et à la suite du procès, la Cour d'appel fédérale du Canada va statuer que ce rapport est un rapport à sens unique, qui condamnait les Hutus seulement et qui ne faisait pas grand cas des crimes commis par les Tutsis. Et même le juge canadien, le juge Le Tourneau, sera très surpris de la partialité du rapport et surtout même de la connivence de certains membres de la commission d'enquête en question. Et il se fait que certains membres de la commission d'enquête se sont retrouvés au service du FPR après sa prise de pouvoir à Kigali. C'est notamment le cas de Jean Carbonare, qui était le président de l'association Survie. Donc c'est très curieux pour des gens qui nous disaient qu'ils avaient produit un rapport impartial sur la crise du Rwanda, alors qu'en réalité, ils roulaient pour un camp qui était le camp des extrémistes Tutsis venus d'Ouganda. En fait, il faut dire une chose, c'est que le rapport repose en grande partie sur le témoignage d'un individu qui s'appelle Janvier Africa. Donc ce monsieur a été visité dans sa prison par les enquêteurs, notamment M. Jean Carbonare, et ce monsieur prétendait avoir travaillé pour le gouvernement du président Habyarimana, et il disait qu'il détenait des secrets d'État, qu'il était au courant d'un plan entre guillemets génocidaire mené par le gouvernement. Et ce même monsieur a même dit que les extrémistes Hutus qui massacraient les Tutsis étaient formés par des soldats français. Plus tard, on apprendra que ce monsieur, en fait, était de connivence avec le FPR. Donc, il était envoyé là par la rébellion Tutsi pour raconter ces sornettes-là aux enquêteurs. Donc, c'est autour de son témoignage
qu'a été construite en grande partie, en fait, l'histoire officielle du génocide rwandais. Donc on reprochait à la France de soutenir un gouvernement qui menait une politique de génocide contre la minorité tutsi. Mais ce qui est étonnant, comme je vous dis, il se retrouvait plus tard au service du FPR. Donc plus tard, on a appris en fait que ce monsieur travaillait pour le FPR. Donc son témoignage est un témoignage construit de toutes pièces en faveur du FPR. Donc il fallait diaboliser les ennemis de la rébellion Tutsi. Parce qu'il faut rappeler ici que quand la guerre commence en 90, le 1er octobre 90, la France s'interpose dans le conflit rwandais. Donc la rébellion Tutsi ne l'apprécie pas parce que la rébellion Tutsi voulait s'emparer du pouvoir. Donc la France s'interpose avec l'aide des troupes zaïro-congolaises, donc l'actuel Congo, à l'époque on appelait le Zaïre, avec l'assistance des troupes zaïroises. Donc le FPR n'accepte pas ça et donc la propagande qui va être menée ne sera pas menée seulement contre le gouvernement Hutu, en tout cas le gouvernement du Rwanda de l'époque, mais aussi il y aura une propagande contre son soutien français. Mais il faut dire que Survie est une association qui passe pour combattre le colonialisme et le néocolonialisme français en Afrique. Mais seulement dans le cas du Rwanda, c'est étrange. Survie s'attaque à la France, mais fait un blackout total sur le rôle des rebelles Tutsis et de ceux qui le soutiennent, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et la Belgique. Et le président de Survie, Jean Carbonaré, je l'ai dit précédemment, se retrouvait au service de Paul Kagame, le chef de la rébellion Tutsi qui va prendre le pouvoir en juillet 1994. Et plus tard, certains membres de l'armée patriotique rwandaise, donc la branche militaire de la rébellion Tutsi, vont affirmer que le président de Survie était même proche du service secret britannique et son rôle était de diaboliser la France, de ternir l'image de la France dans cette guerre-là. On sait très bien qu'une guerre, avant d'être menée sur le terrain, il y a d'abord le matraquage des esprits, donc la propagande qu'on utilise, et Survie, dans le cas du Rwanda, avait préparé le terrain en menant une guerre de propagande assez brutale, assez violente contre la France. Donc son rôle était de diaboliser la France et elle a été crédible dans la mesure où c'est une association française. Donc ça passait beaucoup plus dans l'opinion publique parce que bon, on disait c'est une association française, elle n'a pas d'intérêt à diaboliser la France pour rien. Alors que les gens à ce moment-là ne réalisaient pas que Survie roulait pour un camp qui était soutenu par les puissances anglo-saxonnes. Et vous allez remarquer que dans ces rapports, Survie ne fait pas grand cas de l'implication des autres puissances. Elle s'attarde toujours sur le rôle de la France en Afrique. On ne dit pas que la France n'a rien fait en Afrique, mais dans le cas du Rwanda, la France ne peut pas se reprocher quoi que ce soit. Ce rapport je sais qu'au niveau des politiques français, c'était une bombe, hein, il faut le dire. Et les politiques français étaient traumatisés. C'est à ce moment-là qu'ils étaient tout le temps sur la défensive. Parce qu'ils étaient attaqués par des ONG et par des médias qui répercutaient en fait cette propagande, ce rapport-là et tout ça. Et donc ça a fait que ça a eu une incidence importante dans la suite des événements parce que la France ne pouvait plus réagir comme il fallait. La France elle-même, à ce moment-là, a commencé à exercer des pressions sur Habyarimana, sur son allié, pour lui demander de s'ouvrir au processus de démocratisation, alors que de l'autre côté, du côté des rebelles Tutsis, il n'était pas question de démocratie, il n'était pas question de processus démocratique, il était question de s'emparer de pouvoir par la force des armes et dans le sang. Et sur ce point-là, il faut dire que les politiques français ont péché, je ne dirais pas par leur ignorance, parce qu'ils étaient quand même au courant de ce qui se passait, mais ils ne pouvaient rien faire face à la propagande qui était assez forte à ce moment-là. Les militaires, eux, qui étaient sur le terrain en tout cas, avaient très bien compris qu'il s'agissait d'une guerre pilotée de l'étranger avec une assistance anglo-saxonne importante. Au moment de la décision d'envoyer là-bas, si vous voulez, il y a une faille énorme qui est stratégique. On est en 1990 quand ça commence, en pleine guerre du Golfe. C'est l'année où l'URSS s'écroule. Tout le monde est encore dans un raisonnement Est-Ouest. Donc tout le monde était formaté guerre froide. Et en plus, si vous voulez, Kagame est arrivé d'Ouganda, qui était un pays sous influence soviétique, alors que le Rwanda était sous influence occidentale. Donc on s'est dit, c'est un remake de l'Angola, etc. quoi. Eh bien, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que derrière Kagame, il y avait les Américains.
les Britanniques et les Israéliens. Les politiques le savaient, mais face à la propagande qui diabolisait le camp gouvernemental rwandais que la France soutenait, c'était devenu intenable pour les politiques français. Parce qu'à ce moment-là, c'est la fin de la guerre froide, les États-Unis n'ont plus besoin de la France en Afrique, même si la France a colonisé bien de pays en Afrique, et même si on parlait de précaré français, pour les Américains, il n'était plus question de sanctuariser des zones d'influence en Afrique. Ils voulaient mettre la main sur des régions stratégiques, notamment la région des Grands Lacs, cette partie d'Afrique centrale, notamment le Zaïre, l'actuel RDC, RD Congo. Et donc pour s'y faire, il fallait passer par le Rwanda, il fallait déstabiliser le Rwanda pour atteindre la RDC, mais en même temps, il y avait une politique de déstabilisation du Soudan qui était enclenchée à ce moment-là. Il faut dire que nous avons à cette époque-là une configuration géopolitique assez complexe. Vous avez les États-Unis qui soutiennent les rebelles Tutsis du Rwanda, qui soutiennent l'Ouganda, et qui soutiennent les rebelles du Soudan, qui font la guerre au régime de Khartoum, qui est soutenu par Paris. Donc la configuration, c'est les anglo-saxons d'une part, avec à leur tête les États-Unis, qui soutiennent les rebelles Tutsis, l'Ouganda et les rebelles soudanais, et d'autre part la France, qui soutient le gouvernement rwandais, le gouvernement congolais, donc zaïrois à l'époque, et le régime de Khartoum. Donc c'est cette configuration-là qui est en place à ce moment-là. Et donc pour les Américains, il était temps de déloger les Français, même de leur précaré traditionnel en Afrique. Ils vont utiliser ces gens-là, les rebelles Tutsis de Rwanda et d'Ouganda. Parce qu'il faut dire que l'actuel président ougandais est un Tutsi d'Ouganda en fait, lui aussi. Donc ils vont s'appuyer sur ces minorités pour mener des guerres de conquête un peu partout sur le continent africain. En 1994, ils ont réussi à prendre le pouvoir. 20 ans plus tard, ils sont toujours là. Il faut rappeler, et c'est important, parce que le Rwanda a déployé des troupes au Soudan dans le cadre de la MINUAD, la mission de l'Union africaine et des Nations Unies, au Darfour, je crois. Mais bon, officiellement, c'est une mission de maintien de la paix, mais officieusement, on sait à quoi ça sert. Quand on connaît le rôle du Rwanda dans la tragédie des Grands Lacs, quand on sait son rôle, quand on sait qu'il joue un rôle de sous-traitant des intérêts anglo-saxons et israéliens, du coup, on sait que son déploiement au Soudan, un pays qui est continuellement déstabilisé par ces puissances que je viens de citer, donc son rôle en déployant ses troupes, c'est pour surveiller, en fait, ce sont les yeux et les oreilles des États-Unis et de leurs alliés au Soudan. Voilà.